Bon, pour cet épisode 14, on 14. est parti sur chacun de notre côté. J'ai l'impression, on s'était donné un thème et au final, on n'a pas respecté ce qu'a pensé l'autre. Le thème, c'était un peu la rétrospective de 2021. Moi, je l'ai compris de manière un peu personnelle. Qu'est-ce qu'on a appris sur 2021? Fred, tu l'as plus compris dans le sens rétrospective, niveau tendance, boisson, etc. Ouais, Euh, ou simplement piocher dans tout ce que tu as emmagasiné dans l'année et te dire, tiens, il y a ce truc-là en particulier. Si je devais résumer l'année à une chose, ce serait ça, tu vois. Wow, Mais alors j'ai ça aussi c'est des compliqué, trucs hein. en perso, aucun En souci. tant Mais que créateur de contenu et toujours plus, toujours plus, toujours plus, j'avoue que sur 2021, ça, c'est compliqué de résumer ça à une seule chose. Je crois que moi j'ai dû faire à peu près une vingtaine d'épisodes Super Potion, plus là quasiment la même chose avec Bottlefield Show, plus une formation, plus un workshop, plus donc j'avoue que peut-être la rétrospective, c'est d'en faire moins sur 2022 parce qu'au bout d'un moment, c'est dur de tenir le rythme, alors que la génération veut qu'on en fasse toujours plus. Donc c'est un petit peu ambivalent. Je ne sais pas ce que moi, toi c'était. tu veux commencer du coup. Non, bah, du coup, comme on va partir sur ton interprétation, je veux bien que tu commences et moi je Ah ok. rebondirai. Mais moi, peut-être pour moi, l'autre était plus simple parce que vu que je publie toutes les semaines un résumé d'actu, du coup, à force, je vois des trucs qui reviennent toutes les semaines et Ouais. ça imprime mieux dans mon cerveau les trucs redondants, quoi. On Mais pourra non, en non, parler à la fin de l'épisode rapidement. voilà, Ça, où ça sera l'objet d'un autre truc où de toute façon, on fera des tendances en 2022, donc ouais, voilà. c'est sûr. Bon, bah alors du coup, si je devais commencer, j'ai l'impression que la chose qui m'a le plus marqué en 2021, c'est d'appliquer à soi-même ce qu'on applique aux autres. Et là, je parle des workshops, du contenu rédactionnel et de certaines méthodes qu'on peut apprendre stratégiquement aux clients. C'est vrai qu'on dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés et au final, souvent, c'est vrai. On est là et puis on dit à nos clients, on leur conseille des choses stratégiques, on les fait avancer, on leur fait faire de la thérapie de marque, etc. Et en soi, de notre côté à nous, dans notre branding, dans notre stratégie, on se laisse un petit peu prendre par le fait d'avoir des clients, le fait de créer du contenu sans arrêt, etc. Et du coup, c'est difficile de se recentrer sur soi, sur sa marque, Mhm. sur nos objectifs réels, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et j'avoue que quand tu as 10 idées par jour et que tu dois enregistrer des podcasts, les éditer, enregistrer des vidéos, écrire des posts de blog, etc. Au final, tu fais qu'accumuler du contenu pour que les gens le consomment et toujours le plus rapidement possible. Mais tu en oublies un petit peu où est-ce que tu vas, pourquoi tu le fais, est-ce que ça sert réellement. Tu vois, une des choses, par exemple, en 2021 que j'ai faites, c'est d'apprendre à utiliser Zapier pour Mhm. en fait me rendre compte que plus je l'utilise, plus ça me saoule Ah oui. d'automatiser les choses. Ouais, je sais pas. Zapier, pour résumer, peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est Ouais, un Zapier, c'est outil qui un. permet d'automatiser des tâches, genre, je sais pas, vous envoyez un mail et puis ça détecte le truc et ça crée un bookmark, je sais pas, dans Chrome. Bref, mon explication est pourrie. Merci pour ton Mais intervention, t'as génial. peut-être des exemples. Ouais, bah par exemple, j'avais pris pas mal de temps, peut-être une demi-journée, voire une journée complète, à me dire, ok, quand je crée un nouveau podcast sur Ocha, une fois qu'il est diffusé en RSS, ça me crée un nouveau feed dans mon flux RSS. Ensuite, ça vient le mettre en post de blog dans mon site web. Ça va créer automatiquement un mail dans Mailchimp. Ça va automatiquement envoyer des posts sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Alors, il y a deux, trois trucs qui sont quand même géniaux.
Mais dans le lot, il y a toujours des erreurs en plein milieu. Donc, tu dois retourner dans le logiciel pour dire, bon, où c'est qu'il y a une erreur? Alors, est-ce que là, ça a bien été posté? Est-ce que si, ça, etc. Et du coup, tu en reviens à devoir faire manuellement des choses que tu fais, que tu pensais faire automatiquement. Donc, au début, c'est génial. Tu dis, ah, j'ai gagné une demi-journée sur toutes mes tâches. Et avec du recul dans le temps, dans l'année, tu te rends compte qu'au final, tu dois repasser derrière. Donc, je suis un petit peu, je sais pas, ambivalent là-dessus. Mais pour revenir à ce que je disais juste avant, le fait d'appliquer aux autres ce qu'on s'applique à soi-même, je trouve que c'est un truc super important. Par exemple, j'ai repris mes workshops que je fais pour mes clients. J'ai acheté aussi des livres qui ont des workbooks avec. Donc, tu lis tout le livre, toute la méthodologie, et après, tu as un fichier PDF où tu écris tes choses. Et j'ai été hyper surpris, hyper agréablement surpris à quel point le fait de rédiger des choses, de sortir, d'évacuer tout ce qu'on a dans la tête, ça fait sens et ça te projette dans des objectifs très ciblés et très cool. Ça te permet de remettre un petit peu tes souvenirs d'aplomb, un peu te recentrer sur toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, etc. Il y a pas mal de choses aussi qui revêtent de quand tu es petit ou de ton inconscient, etc., pour savoir en gros si ce que tu fais aujourd'hui, ça reflète un peu qui tu étais quand tu étais petit, qui tu étais quand tu étais ado, jeune adulte, etc. Et je viens de finir un audiobook hier qui s'appelle La méthode Ikigai. Donc, c'est une méthode japonaise un petit peu sur la psychologie du bonheur et le fait de trouver son Ikigai, sa raison d'être personnelle dans la vie de tous les jours. Et c'était assez fort et il y a pas mal de choses. C'est des questions toutes bêtes, mais auxquelles on répond pas souvent, ou on se pose pas souvent dessus pour savoir un petit peu tout ça. Mais là, c'était plutôt intéressant. Tu dois répondre à des questions toutes simples et puis en fonction de ces questions, arriver à trouver des schémas qui se répètent pour ensuite voir est-ce que telle ou telle chose font sens, etc. Et le but, l'objectif final, c'est d'arriver à se réveiller tous les matins avec cette envie, cette pugnacité qui fait que tu te réveilles, tu es motivé, tu es content de te lever, tu n'as pas la flemme, tu es à fond dans ton job, et ça tous les jours, et si possible toute la vie. Et voilà. Et du coup, je trouve que se recentrer sur soi, savoir où on va, écrire et faire vraiment de la stratégie pour soi-même, c'est super important et c'est ce que j'ai appris cette année. Donc, je le conseille à tout le monde, quoi. Tu le conseilles, le bouquin? Ouais, le bouquin, il est très cool. Alors, c'est un audiobook que j'avais sur Audible. Je crois qu'il y a un PDF avec, donc j'ai pas encore regardé le PDF à quoi il ressemble. J'espère qu'il y a toutes les questions parce que, en gros, il y a une partie où elle t'explique un petit peu ce que c'est, comment ça marche, etc. Elle t'explique qu'il y a une ville à Okinawa où les gens vivent très très vieux, ils sont centenaires et tout. Ils sont centenaires et tout, et qu'à 80 ans, ils te font des marathons, etc. En gros, et voilà, tout ça. Et après, la deuxième partie du bouquin, ils enchaînent les exercices. Donc, c'est un mix d'exercices, de questions toutes simples auxquelles répondre, et de méditation aussi. Il y a un petit peu tu te mets dans un état de méditation pour répondre à ces questions. Donc, l'audiobook était cool. Maintenant, j'espère que le PDF va résumer toutes les questions. Sinon, ça veut dire qu'il faut se relire l'audiobook et mettre pause à chaque fois, ce qui peut être un peu chiant. Donc voilà. En tout cas, c'est... Je testerai, je pense. Pour raconter ma vie, j'ai un abonnement Canal+. Et dans l'abonnement, il y a une option, un truc genre caféine pour avoir la presse, pour accéder à la presse via une appli, quoi, sur tablette et tout. Et il y a aussi comment on appelle, un crédit pour une plateforme qui s'appelle Lizzy Audio, je sais pas quoi, qui est une espèce d'audible français, je crois. Et il me semble, en parcourant le catalogue qu'il y avait justement, je suis tombé sur ce bouquin, mais il y a peut-être pas plus tard qu'il y a 2 jours, quoi. Et du coup, c'est marrant que t'en parles. Du coup, peut-être que j'utiliserai mon crédit pour le prendre moi-même. Voilà, c'était une petite parenthèse. Ouais, je pense que ça fait sens. Et toi comme moi, on est des créateurs et on a toujours la tête dans le guidon. Donc, en fait, on prend jamais le temps de vraiment se recentrer. Alors, je sais pas toi, peut-être que tu le fais, mais en tout cas, moi, je suis toujours débordé, et en fait, à chaque fois que j'ai une idée et un nouveau truc qui me vient en tête, j'ai tout de suite envie qu'il soit mis en ligne, réalisé,
j'ai pas tellement de stratégie pour lancer mes choses à moi. Je suis en mode, c'est un laboratoire d'expérimentation qui se renouvelle sans cesse. Et sans cesse, et sans cesse. Et si ça marche pas, je change. Et si ça marche, je change aussi. Enfin, et c'est quelque chose que C'est bien j'applique pas ça. à mes clients. Mais ouais, c'est une autre manière de voir les choses. Peut-être que Bien. c'est plus une Pour moi, c'est manière comme ce de. podcast. On lance rec et puis voilà, c'est pas parfait. Et puis la prochaine itération est un peu mieux. On est peut-être plus à l'aise ou je sais pas, ou peut-être Ouais. pas. Dites-le en commentaire. Est-ce qu'on s'améliore ou pas? Mais je voilà, pense qu'on s'améliorait en essayant de se réécouter parce que c'est jamais très facile. Je pense qu'on est déjà moins stressé et que c'est un peu plus fluide, plus conversationnel. Mais bon, voilà. Enfin, ça, c'était une des premières choses que j'avais apprises. Après, il y avait aussi la puissance d'un rédactionnel concis et direct. Souvent, on a tendance à en faire des tonnes en rédaction, à écrire pas mal de blabla, à embellir, à penser qu'enrichir nos phrases toujours plus longues, ce sera mieux, mettre des adverbes partout, etc., utiliser la forme passive, tout ça. Et en fait, non. Sur Internet, plus c'est concis, mieux c'est. Les gens ont dans tous les cas plus le temps de lire. Donc, à part si vous voulez faire des rédactions de posts pour Google, où il faut faire minimum 1500 mots pour que ça rank le mieux possible, j'en suis revenu de ça. Avant, j'étais à fond dans le référencement naturel et ça m'a permis de m'apporter des clients les 10 dernières années. Mais au final, je trouve qu'on perd un peu son âme. On écrit pour un robot juste pour être ranké dans les pages de contenu. Et du coup, ton titre, il ressemble à un titre robotique, tes paragraphes, etc. aussi. On te dit qu'il faut une densité de mots-clés, du coup, tu les répètes. Et en fait, à la lecture, ça devient ignoble, quoi. C'est pas beau. Et je dirais que c'est pas prêt de s'arrêter vu qu'on développe plein d'outils d'écriture assistée par intelligence artificielle. Ouais. Qui du coup, je pense, caricature encore plus la manière d'écrire. Et vu que ça vient renforcer la base de données de l'intelligence artificielle qui du coup va se baser là-dessus comme modèle pour écrire des nouveaux contenus, ça pourrait même s'empirer l'écriture un peu Google. Mais je trouve intéressant ce que tu dis pour s'il y a des gens dans les RP qui nous écoutent, pensez-y parce que des fois tu reçois des communiqués de presse qui font 3 pages et qui brassent malheureusement beaucoup de vent et alors que l'info ou le message pourrait passer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus précise, mais visiblement, enfin je sais pas, toi-même on parlait des RP juste avant. Est-ce que tu te dis, tu pourrais même croire qu'ils sont payés au mot qu'ils écrivent, ou je sais pas, du coup, forcément, ils ont intérêt à faire 3 pages. Mais voilà. Et puis, si je fais un peu d'auto-promo, justement, moi, ma démarche dans Distill News, là, et puis là, je lance un site là, qui s'appelle du coup Distillwire, où justement, mon parti pris, c'est de faire de l'actualité SPI en 2 phrases maximum. Donc voilà. Donc, le Twitter du spiritueux, quoi. Ouais, voilà, parce que les pavés, ouais, effectivement, pour ranker sur Google, voilà, je vais peut-être pas ranker sur Google, mais je suis sûr que d'un point de vue expérience lecteur ou des gens qui veulent aller vite choper l'info, hop, ils n'ont pas besoin. Enfin, en plus, beaucoup de gens ne font que lire le titre des articles, ils cliquent même pas, donc. Ils scannent tous les titres, d'où l'importance d'avoir un sommaire aussi, parce qu'il y a certains gens qui scannent juste le sommaire et qui vont cliquer sur l'information qui les intéresse le plus, ce qui est normal. Et puis on fait la même chose, clairement. Ou qui vont prendre le titre comme l'information, alors que le titre est plutôt orienté pour te faire cliquer pour voir l'info en intégralité. Et du coup, les gens, des fois, se font tromper par les titres et interprètent mal une info. Bref. D'ailleurs, petite chose que j'ai lu hier sur le référencement naturel, vu que j'ai mis à jour ma page sur les tendances spiritueux et boissons 2022, je me suis demandé si cet article, je l'ai écrit en 2019, ce qui fait qu'il est assez bas sur mon site web, etc., sauf si moi, je le remets en exergue par-dessus, mais dans le fil des posts, etc., il est toujours marqué comme 2019. Du coup, je me suis demandé,
est-ce que changer la date de publication en la mettant à 2021 ou 2022, ça me changeait mon référencement, ça modifiait quelque chose, ça foirait quelque chose. Et en fait, j'ai regardé et apparemment, c'est globalement pas conseillé de changer ta date de publication par le PDG de Google quand il n'y a pas beaucoup de changements. Si c'est juste tu changes les images pour faire genre que c'est un nouvel article, ça n'a pas de sens et ça va pas le faire. Par contre, si tu as vraiment un changement global de tournure de phrase, de ce que tu mets dans tes posts, etc., ça fait sens et du coup, ça va pas faire gagner en référencement, mais en tout cas, ça va pas pénaliser le référencement et du coup, ton post revient parmi les tops et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite ligne tout en haut du post en mettant article rédigé le temps, mis à jour le temps. Au moins, c'est clair, c'est clean. Et tu as ça dans la presse écrite, la presse écrite. Sur les sites médias traditionnels, souvent, tu vois la date de publication de la news et il y a écrit mis à jour tel jour à telle heure. Souvent, sur l'actualité chaude, ça bouge en live, du coup, ils publient ou alors ils font des espèces de live stream par écrit. Ouais, c'est des live updates. Ouais, carrément. Mais moi, il me semble que ton article, du coup, je l'ai vu passer dans mes flux RSS et il y avait 2 dates qui cohabitaient, effectivement. Il y avait la date genre du jour où c'est remonté et la date originelle. Ok. C'est intéressant ça. Donc, du coup mon post est revenu dans ton flux alors que j'ai changé la date. Il est passé comme nouveau post. Voilà. Après, je vois tellement de trucs que je te le garantirai pas à 100%, mais il me semble que pour que je l'ai vu pour que je le vois passer, c'est que ça a dû être le cas. Je crois pas que j'ai été proactif pour aller le chercher pour le coup. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant de voir ça. Ouais. Pour les gens qui suivent des flux, au final, peut-être que ça peut faire sens aussi d'avoir une actu renouvelée à ce niveau-là. Il faudra que je regarderai dans mon flux, dans mes flux, est-ce qu'il est effectivement dans les trucs récents ou pas. Ouais. En tout cas, rédaction concise, c'est le mieux. Donc, je pense que c'est bien d'avoir 1 ou 2 posts phares que moi j'appelle dossiers, mais où tu fais que scroller pour avoir une page qui rank à fond sur Google, pour avoir, en gros, c'est ma page qui fait le plus de visites, clairement. Elle en fait beaucoup. Et après, des pages où c'est plus concis. Et tu n'écris pas pour Google, tu écris pour toi, tu écris pour ta voix de marque, ta personnalité, etc. Et ça peut passer par pas mal de choses, des posts sur les réseaux sociaux, je sais pas, des emails quand tu fais de l'email marketing, etc., où tu fais passer vraiment ta personnalité d'abord et t'écris pour Google ensuite, quoi, ou peut-être jamais. Donc, mais je pense que tu dis s'applique si on le raccorde à des producteurs de spiritueux et tout, clairement sur des communiqués, sur des fiches produits, des fois il n'y a pas besoin de broder en fait, c'est juste on va à l'essentiel, sachant que la clé ça va être la dégustation ou peut-être un échange en one-to-one pour expliquer le produit entre un producteur et un conso ou un caviste, un distributeur, peu importe. Mais voilà. Les docs, je pense que tu as raison là-dessus. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de papier gâché en flyers et compagnie que les gens prennent dans les salons et ne lisent jamais vraiment finalement. Si tu veux développer, à la limite, tu développes sur ton site et puis, mais sur des communications plus directes, va à l'essentiel. Et puis, si les gens veulent creuser, ils creusent, quoi. Ouais, c'est sûr. Je suis allé sur le site de H-Theoria parce que j'ai fait un podcast avec elle il y a quelques semaines et d'ailleurs, il va être mis en ligne semaine prochaine. Et effectivement, le wording il est assez concis, mais c'est tellement bien écrit et concis en même temps que c'est parfait, en fait. Ils en font pas des caisses. Et il y a juste le bon nombre de mots, etc. Et ça se lit, ça se scanne en 2 secondes. Et tu pars quand même avec de la valeur ajoutée, avec, je sais pas, tes yeux et tes papilles qui s'émoustillent, etc. Donc, c'est plutôt bien senti. Et je rejoins ton point sur le communiqué de presse. Il faut que ça fasse une page PDF, pas plus. Et même en écrivant en taille 14, quoi, 14 ou 16, en mode...
on est là avec une seule info, pas 1000 infos, une seule qui est pertinente, avec un titre qui est pertinent, qui va donner envie d'être relayé, une image qui est cool, peut-être même avec un lien qui redirige sur l'image HD sur Internet si les gens veulent l'utiliser dans leur blog ou dans leur article. Et puis voilà, quoi. Ça suffit. Des visuels, on veut des belles photos. Ouais, des belles photos, c'est sûr. Donc voilà, tout ça pour revenir au début, que moi, c'est devenu ma vision en 2021, que tout le monde, tout entrepreneur, toute marque, tout porteur de projet devrait pouvoir vivre de sa passion. C'est vraiment ma vision au final. C'est un peu la méthode Ikigai au final. Et voilà, on devrait vivre de sa passion. Tout le monde devrait vivre de sa passion pour se lever le matin avec la niaque, l'envie d'aller de l'avant, etc. Donc, c'est un peu mon point 2021, malgré ces années avec ces différents tumultes, Covid, variants, etc. Vivre de sa passion, ça reste quand même la meilleure des choses, quoi. C'est pas fini. Restons optimistes. Voilà. Et puis, dernière des choses, et puis après, on passera peut-être à toi si tu as plein d'idées. Le podcast. Et le brand content, donc le fait de créer du contenu, ça porte ses fruits. C'est vraiment un truc de fou. Pour moi, c'est limite une nouvelle méthode de sales pour faire des ventes, quoi. Avant, tu avais le vendeur de voitures ou marchand de tapis qui était hyper négociant, hyper pushy, etc. Et maintenant, tu as le fait d'importer de l'information de manière détourné ou même authentique, en fait. Il y a pas mal d'auditeurs, enfin de guests qui sont dans mon émission, et en fait je les approche, on parle de leurs produits et après ils reviennent vers moi en me disant mais en fait tu fais ci, tu fais ça, ça nous intéresse, et ça m'a rapporté aussi plusieurs clients cette année et l'année dernière, de juste aller vers eux pour leur proposer de parler de leurs produits. Et bah, tu te retrouves avec un client en plus que tu n'as même pas démarché. Donc là, il y avait une puissance de frappe assez cool là-dessus. Et il n'y a rien qu'à voir entre notre début de podcast en août 2021 et le nombre de retours et d'engouement qu'on a eu au bout de 15 épisodes. C'est assez fou, en fait. Parce que j'ai l'impression que peu de gens le faisaient, ou même voire personne. Et du coup, les gens ont un certain média nouveau, un peu frais à consommer, et du coup, voilà, ça crée du trust, ça crée une habitude hebdomadaire. Tu parlais de Purple Co une fois, c'est le côté remarquable, dans le sens où je pense pas que tout le monde, enfin évidemment, tout le monde ne le regarde pas, tout le monde ne l'écoute pas. Ça peut, si on regarde les vues, ça peut paraître modeste. Néanmoins, régulièrement, je vais croiser des gens qui soit effectivement l'écoutent et ont l'air de bien aimer, ou alors des gens qui visiblement ont remarqué que ça existait et dans un coin de la tête se sont dit tiens, j'ai vu que tu faisais ça aussi, c'est intéressant parce que en fait pas grand monde ne le fait dans cette industrie, donc ça crée un côté remarquable, peut-être mémorable, peut-être que des gens t'ont mémorisé parce que même s'ils n'ont pas vu, même s'ils n'ont pas écouté, ils savent mais il y a ce mec ou ces mecs-là qui font ce petit truc en plus qu'on voit pas ailleurs peut-être, et voilà. Ouais. Ça me fait penser quand j'avais commencé ma société il y a 10 ans, il n'y avait pas grand monde en agence de com il y a 10 ans, sur Internet, dans Google Maps, etc. Et c'était simple à ce moment-là d'être référencé. Et après, il y a eu un boom des freelances, etc. Les 5 dernières années. Et je me suis dit, j'ai bien fait à l'époque d'avoir mon nom de domaine qui a maintenant plus de 12 ans ou 13 ans, qui compte un peu dans le ranking, dans le référencement, tout ça. Et d'avoir été là avant que tout le monde débarque. Et là, j'ai l'impression que ça a fait un peu le même effet quand tu vas sur Spotify et que tu tapes boisson ou spiritueux. Clairement, nos podcasts respectifs plus celui-là, ils sont en première page. C'est les premiers qu'on voit. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'on arrive à bien s'implanter et très rapidement avec les algorithmes
sur cette niche, quoi, qu'est la boisson, et puis qu'au final, on reste des podcasts à écouter pour Je ceux qui pense, sont intéressés dans ce secteur, cette filière. Donc voilà, la force de frappe est sympa. bah, ce qu'il faut voir, c'est que même en étant conscient que c'est pas ou ça n'a pas la prétention d'être le meilleur podcast ou quoi, le simple fait qu'il soit là, bah, il rank et il est remarquable. Donc ça lui donne cet intérêt-là. Et moi, ça me fait rebondir si j'ai une vision plus média et que je devais m'adresser à des marques, de leur dire en fait, des fois, pour être publié, pour être relayé, pour être encore plus visible, ça se joue à des très petites choses. Tu vas t'intéresser à un sujet et puis tu galères à trouver des infos parce qu'il n'y a pas de site web ou parce que il y a une page Instagram et sur la page Instagram il n'y a pas de lien dans la bio, ou alors il y a plein de jolies photos mais les légendes elles sont un peu trop cryptiques. On a voulu faire un truc un peu joli, un peu stylé, mais au final la personne qui veut juste savoir ok c'est quoi les ingrédients, ça s'achète où, ou c'est ouvert de quelle heure à quelle heure cette distillerie, ils trouvent pas l'info et des fois pour un média ça peut jouer aussi à ça, parce que t'as pas forcément alors, si je parle à mon échelle, des fois tu vas publier des trucs de manière très spontanée, t'as une info, tu dis ok j'ai tout sous les yeux, hop j'ai plus qu'à lancer WordPress et c'est parti, et dans 10 minutes j'ai une entrée sur le site et puis c'est cool. Et t'as pas le temps d'aller à la pêche aux infos justement. Ou des fois on t'envoie un communiqué et puis on t'envoie pas de photos avec, du coup c'est bien, t'as plein de mots et tout, mais t'as pas de visuel pour, du coup t'es obligé de demander un visuel, et c'est autant de freins qui font que peut-être ton truc aurait pu être justement remarquable, remarqué, publié, relayé, et il va pas l'être juste parce que il n'y a pas eu ce, on va dire, ce minimum légal de production de contenu, produire tout con, hein, mais ça, voilà, une bio, un lien, un truc, des photos, et puis des fois ça se joue à ça, puis un peu de RP, dire hey, coucou, on est là, on a produit ce truc, voilà, ça peut faire la différence. Ouais, c'est sûr. Après, est-ce que tu aurais vu d'autres choses du coup sur 2021, toi, sur ton expérience personnelle ou bien dans le monde des spiritueux? Moi, à titre perso, je dirais que de pas avoir peur de partager ses idées et de rater, même si sur certains trucs ça peut paraître iconoclaste ou un peu chelou, ou tu te sens un peu seul. Parce que en les partageant, tu réalises qu'en fait, moi, en partageant certains trucs, je réalisais qu'il y avait d'autres gens qui pensaient pareil, qui n'avaient pas remarqué quelque chose, et en le pointant, tu génères, ça fait effet boule de neige ou quoi. Donc voilà, de réaliser qu'en fait, en partageant un point de vue, tu vas avoir des gens qui vont y réagir, qui vont être d'accord ou pas d'accord, mais que ça va créer une dynamique comme ça. Enfin, et ouais, pas hésiter à aller un peu à contre-courant. Et j'ai le sentiment, quand on fait l'épisode sur les hard sellers, ça fait des mois, tu vois que des articles un peu ultra positifs, ou pas positifs, mais à te dire il y a une tendance, du coup tu es là, ok, c'est j'ai peut-être raté quelque chose et tout, faut que je me lance, et puis il y a peut-être plein de gens qui cherchent pas plus loin, ils disent ok, c'est tendance, on y va. Et quand tu creuses un peu et puis on fait un épisode où on dit peut-être que ça peut ne pas marcher parce que si, parce que ça, tu réalises qu'il y a des gens derrière qui vont faire mais ouais en fait on est plein à penser pareil, mais parfois on est dans des grosses structures, des gros groupes, et la machine est lancée et il faut sortir le produit, même si en fait peut-être tout le monde n'y croit pas. Dans des fédérations ça peut être pareil,
y a des mouvements parce que c'est comme ça, parce qu'on suit le troupeau, alors qu'en fait, tout le monde n'adhère pas. Donc, voilà, il y a peut-être... Ouais, il faut croire en son produit, quoi. Il faut avoir une réelle conviction avant de se lancer, quoi. Ouais, être sûr que ça va apporter des choses à ce consommateur. Voilà, mais en gros, dès lors que tu es un acteur du truc et que tu as un doute partagé, enfin, il n'y a pas peut-être brisé, je sais pas, c'est peut-être probablement pas le bon terme, mais une sorte d'omerta, tu vois, sur sur le fait de tout savoir, d'être parfait, etc. Ouais, montrer un petit peu qu'on a des doutes. Ou de dire à tout le monde, il y a 50 marques de hard seltzer, donc forcément c'est intéressant, faut s'y intéresser, alors qu'en fait tu peux aussi dire je m'en fous, j'y crois pas. De toute façon, tout le monde a très bien compris que tu n'aimais pas le sans-alcool et les hard seltzer. Hein. Ça. Ouais. Bah non, mais je dis pas que j'aime pas. Ouais, je te charrie. Mais oui, le sans-alcool aussi, il y a une espèce de limite de syndrome de Stockholm, je trouve, des fois. Mais du coup, enfin, juste de dire, vous trouvez pas que c'est un peu bizarre quand même, et que tu reçois des messages où les gens ils font ouais c'est bizarre, ouais, mais personne ne le dit. Donc voilà. Donc si à titre perso, je dirais c'est ça. C'est de pas d'hésiter le moins possible, d'être impertinent et de réaliser que les gens peuvent apprécier aussi. Ouais, non, c'est sûr. Pas hésiter de donner ses idées. De toute façon, on est en 2021, bientôt 2022. On est sur les réseaux sociaux. Tout le monde se permet de donner son avis tout le temps. Donc, pourquoi pas nous, tout simplement. Et puis, on le fait pas en mode hater, on le fait de manière analytique, etc. Donc, voilà, c'est quand même un minimum réfléchi. Et puis, on donne notre expertise. Donc, il y a quelque chose de supplémentaire que juste hashtag c'est nul. Etc. quoi. Donc, il y a un truc un petit peu plus développé derrière. Et puis, ne résumons pas mon propos à c'est nul. Hein. Je suis en réalité beaucoup plus nuancé, mais bon. Ah, ok, on romance ses propos maintenant. Maintenant qu'on est en live. Non, je rigole. Je veux pas me fâcher avec tout le monde. Non, restez. Mais voilà pour. Du coup, c'est plus un épisode un peu introspectif. Ouais, ça fait du bien des fois. Au-delà de rétrospectif, mais du coup, c'est intéressant si vous qui regardez et qui écoutez, si vous avez un avis, une opinion, un truc à partager, n'hésitez pas, commentez, dites-nous. Dites-nous, je sais pas, quel sujet, quelle thématique vous ont peut-être le plus intéressé ou le moins intéressé. Sur cette année 2021. Voilà, parce qu'on peut pas non plus tout juger sur les vues. Hein, c'est pas, je pense pas que ce soit le plus pertinent. Donc, surtout les nôtres. Donc voilà, ouais. Donc peut-être si vous voulez partager cette introspection avec nous. On apprécie. Et puis peut-être, je sais pas, ça fait quoi ça? Ça, on a fait 35 minutes quand même. Ouais, peut-être avant de terminer, si tu avais un insight sur 2021 en termes de boissons, par exemple. Rapidement, moi le truc qui me marque sur 2021, c'est que tout converge, enfin, il y a plus de cloisonnement. Le cloisonnement, c'est fini. Et c'est ce côté. D'un côté, il y a les règles, il y a les règles, et de l'autre côté, il y a la pratique. Et la pratique a tendance à. Il y a eu un switch en fait. Avant, t'as le cognac, c'est comme ça, le gin, c'est comme ça, le rhum, c'est comme ça, le whisky, c'est comme ça. Et du coup, on crée des produits qui rentrent dans ces cases. Et je dirais que pour moi, 2021, c'est l'année où les gens s'affranchissent, ils se disent plus est-ce qu'on rentre dans les cases, ils se disent ok, j'ai cette idée, elle est cool, je vais la créer et on réfléchira après est-ce que ça rentre dans une case ou pas, et puis advienne que pourra. Et du coup ça peut créer un sacré bordel, mais voilà, moi je retiendrai ça, et le côté qui est d'autant plus visible avec quand tu vois des infos comme quoi je sais pas, Monster Energy va peut-être fusionner avec donc Coca-Cola potentiellement avec Constellation Brands qui fait de la tequila, enfin bref, qui montre que tout
Tout peut se converge, mélanger, quoi. quoi. Et quand Ouais. tu achètes une hard seltzer Topo Chico et que tu lis derrière qu'il y a c'est Coca-Cola Partners, c'est quand même fou à réfléchir, en fait. Ouais, carrément. Et pour moi, il y a un avant et après hard seltzer. Bon, le hard seltzer, ça peut être bon ou pas bon suivant les goûts, mais en fait, c'est pas tellement le problème. Pour moi, c'est juste, c'est comme avant et après Jésus-Christ. Alors, je dis pas que les hard seltzer, c'est le Messie, mais j'ai l'impression qu'il y a la tendance où avant, effectivement, comme tu dis, c'était comme ça, tout était assez centré. Et depuis les hard seltzer, c'est un nouveau monde. Les vignerons s'y mettent, les distillateurs s'y mettent, les brasseries s'y mettent, les softs s'y mettent. Et du coup, à partir de là, ça crée des nouvelles catégories, ça crée des hard, quelque chose de partout. Et on commence à plus rien comprendre. Et en même temps, les brasseurs, distillateurs, vignerons, tout ça, sont aussi fans de se renouveler, d'avoir quelque chose de nouveau, des nouveaux produits, un peu d'innovation par-ci, par-là. Et ça débloque toutes les portes, ça casse les codes. Moi, ça me fait penser au hip-hop depuis ces 5 dernières années, où au final, avant, le rap, c'était comme ça, et maintenant, le rap, c'est limite de la pop variette vocodée, tu vois. Donc, en fait, c'est une effusion de créativité auquel on adhère ou pas. Mais en tout cas, il y a une explosion de tout ça, et puis ça donne le choix au consommateur qui sera dans tous les cas l'élément décisif, le décisionnaire de s'il accepte ou pas le produit, quoi. Je dirais que c'est la partie la plus visible. Mais en réalité, le mouvement, il a été entamé avant. Et puis d'ailleurs, c'est un truc qu'on pourrait discuter, je pense, en termes de branding à l'occasion. Avec des distilleries qui se sont montées, je sais pas, il y a peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça, donc on va dire avant les hard seltzer. 5-6 ans, tels que Empirical Spirit, des trucs qui justement sont partis avec le postulat, et je pense c'est là que je pense que ça peut être intéressant de faire même une étude de cas branding là-dessus, où ils ont dit We are a flavor company. Donc, ils se sont dit voilà, on n'est pas une distillerie de whisky, on n'est pas une distillerie de gin, on est une distillerie de flavor. Voilà. Ouais, on est une parfumerie, quoi. Et mais moi je le comprends dans le sens où flavor, c'est on fait un truc, c'est bon, c'est pas bon, mais si on trouve que c'est bon, on va pas s'arrêter simplement parce que ça ne répond pas à la définition du gin, ça ne répond pas à la définition du whisky, et du coup on n'aurait pas le droit de le faire, non, c'est au contraire. Voilà. Intéressant. Étude de cas branding, ou voire même rebranding. Et du coup, juste pour conclure, rappelez que jeudi à 19h, on fait donc jeudi 16 décembre à 19h, on va faire un petit épisode en live et on va parler, du coup, ça peut aussi rebondir sur un peu toute cette conclusion, sur des produits un peu insolites qui partent dans tous les sens. Et qui peuvent être plus ou moins rigolos, et puis aussi peut-être sur les packaging un peu insolites. Ouais, du marketing un peu insolite aussi, voire old school ou rétro. Donc, notez dans vos agendas, inscrivez-vous, réservez, bloquez votre créneau pour la semaine prochaine. Voilà. Jeudi 16, 19h, en live sur YouTube, et c'est la dernière de l'année. Voilà. Donc, on aura un petit fond de Noël derrière. Ah mais oui, tiens, bonne idée. je vais virer le bar et je vais mettre des cheminées, des trucs comme ça. Voilà, parfait. Merci Fred. Merci à toi. Et voilà, abonnez-vous, likez, commentez et compagnie. Cliquez. Ciao, ciao.